Sac passé, Captain Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de comment tu peux vivre du développement, mais différemment. Petit spoiler, je ne parle pas du freelancing, mais je parle bien d'autres activités. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur, donc n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas rater une vidéo. Cette vidéo, elle est pour tous les développeurs qui se sentent un peu bridés sur leur poste, qui n'ont pas forcément envie de bosser pour une boîte et qui trouvent que finalement le freelancing, c'est pas forcément non plus une solution idéale. Alors peut-être qu'en tant que développeur, tu as des idées que tu as toujours voulu développer et que tu n'as jamais vraiment réussi à te lancer. Dans cette vidéo, on va aborder toutes les activités que tu peux avoir en tant que développeur qui ne sont pas juste développées pour une boîte ou en freelance pour un client. Alors je tiens à te prévenir, ça demande bien plus de travail qu'un CDI entre guillemets classique ou même du freelancing. Ça demande beaucoup de compétences que tu vas pouvoir construire avec le temps si tu les as pas. Pour que tu aies une vue d'ensemble, ça va te demander des compétences en design, en UX, en UI, des compétences en management, en gestion de projet, des compétences de communication si tu dois faire du support utilisateur, des compétences de marketing si tu dois promouvoir un produit. Alors une chose qu'il faut retenir, c'est que dans tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, il va y avoir un thème récurrent, ça va être l'audience, et on va voir en fin de vidéo comment tu peux te créer une audience à laquelle tu peux proposer des produits. On commence avec les jeux. Peut-être qu'en tant que développeur, tu as toujours eu envie de développer un jeu vidéo. Et pour ça, ça va demander énormément de travail. Si tu commences un peu à suivre comment ça se passe pour les développeurs indépendants, il faut vraiment comprendre que tu dois être un couteau suisse. Forcément, on se souvient tous de la success story Flappy Bird. Tu sais, le petit jeu là où il fallait sauter entre des tuyaux qui ressemblent à du Mario. Il faut savoir que le créateur de Flappy Bird a à un moment donné atteint plus de 50 000 $ par mois de revenus publicitaires. Bien sûr, ça ne s'est pas resté stable sur le long terme. Dû à la pression autour du buzz de Flappy Bird, le créateur du jeu a même retiré le jeu du store pendant quelques temps. Là, on va parler un peu des choses qui fâchent quand tu développes un jeu vidéo. Alors, il faut savoir que tu as une très très grosse concurrence. C'est pas quelque chose que tu peux attaquer en te disant c'est bon, dans 2 semaines j'ai mon jeu sur le store et je fais un gros carton. Ça va te demander tout un tas de compétences et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de développeurs indépendants qui font appel à des intervenants externes, par exemple pour designer le son de ton jeu. Si tu sais pas faire du son, peut-être que ça va être vraiment compliqué. Finalement, cette grosse concurrence fait aussi qu'il y a très peu de revenus moyens à la clé. Si tu fais attention, si ton jeu n'est pas mis en avant par une plateforme, concrètement, tu vas rester dans le fond du panier et tu vas générer très peu d'argent, donc ça peut être aussi parfois assez difficile pour en vivre. Le thème suivant, ça va être la création d'applications. Finalement, si tu arrives à résoudre un problème de niche via une application mobile, par exemple, tu peux potentiellement monétiser cette application. Et en faisant quelques recherches, je suis tombé aussi sur du contenu, je te mettrai tous les liens dans la description, autour de développeurs qui vivent de leurs applications, donc c'est-à-dire qu'ils ne bossent pas pour des projets, pour une boîte ou en freelance, mais ils ont des applications qui sont sur le store, qui tournent et qui se vendent régulièrement. Pareil, pour faire ce genre de choses, il faut quand même apporter de la valeur sur une niche bien spécifique. Tu peux pas juste dire j'ai l'idée du siècle, je la développe et ça marche. Il y a tout un travail en amont, on va pas rentrer forcément dans les détails dans cette vidéo, mais ça nécessite pas mal de compétences que tu peux acquérir au fil du temps. Bien sûr, tu as une grosse dépendance sur les stores d'applications, finalement c'est un peu eux qui vont faire la pluie et le beau temps si t'as pas d'audience. Un exemple tout simple, si tu passes en top trend d'un App Store, concrètement tes revenus peuvent potentiellement exploser. Après ça, on va parler un peu de tout ce qui est coaching et formation en présentiel. Donc pour ce qui est du coaching en ce qu'on appelle un one-to-one, face à face avec un seul développeur, tu peux potentiellement proposer tes services pour faire de la montée en compétences ou un suivi personnalisé avec un développeur et monétiser cette prestation. Ça, c'est un truc qui est intéressant parce que ça nécessite que tu aies une expertise forcément ou des connaissances plus avancées que la personne que tu vas coacher, mais c'est réalisable facilement si tu n'as pas d'audience ou très peu d'audience, ne serait-ce qu'en interagissant régulièrement sur LinkedIn, tu as moyen de trouver des développeurs intéressés par ce genre de suivi et qui sont prêts aussi à mettre le prix pour que pour toi ce soit aussi intéressant. Pour ce qui est du marché de la formation en entreprise, la formation en présentiel, il y a un marché qui est très bien établi et tu peux même très rapidement, avec un peu de compétences, passer en sous-traitant sur une formation en particulier, sur une techno en particulier. Sur cette partie-là, ça va te demander des compétences de vente. Finalement, il va falloir que tu puisses être en mesure de vendre un service et ce service, ça va être comment tu présentes tes compétences, comment tu présentes les résultats possibles grâce à ton coaching ou grâce à ton aide. Ensuite, on va voir la formation en ligne. Ça, c'est une thématique que je connais très bien puisque je crée moi-même des formations. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous dans la description. Tu peux aller jeter un œil. Et en fait, ça, c'est une activité qui va te demander, premièrement, d'avoir une audience. Alors, si t'as pas d'audience, tu peux utiliser des plateformes comme Udemy. Mais le problème que j'ai avec Udemy, c'est qu'en fait, ça dévalue beaucoup le travail des formateurs. Clairement, vendre des formations à 10 € où tu empoches que 5 € de chiffre
d'affaires. Je te laisse aller voir la vidéo qui a été faite sur le sujet des frères codeurs où ils expliquent vraiment ce qu'il en est et pourquoi c'est pas forcément intéressant pour toi en tant que créateur de contenu. Sur une plateforme comme Udemy, finalement, si tu es bien mis en avant par l'algorithme, ça peut te rapporter un peu d'argent, mais faut pas se leurrer, la majorité des formateurs empochent que très peu d'argent sur Udemy et finalement c'est quand même la plateforme, un peu à la Amazon, hein, c'est quand même la plateforme qui a un très gros avantage. Donc créer des formations, forcément, ça nécessite une certaine expertise ou de certaines connaissances que tu peux acquérir grâce à ta carrière. Et derrière ça, il y a beaucoup de temps de préparation. J'ai pas de durée moyenne de préparation, mais tu peux y passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines à préparer un cours, à l'enregistrer, à préparer le code, à préparer le support de cours. Et donc même si... Il y a une mobilette, lui. Et donc même si effectivement tu peux avoir un effet de levier parce que plus ton audience augmente, plus tu peux vendre, tu as quand même énormément de travail en amont et je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonnent dans cette phase-là. Autre activité qui peut être intéressante, ça va être d'écrire un livre. Et je pense plus particulièrement aux e-books parce que c'est bien plus facile à distribuer, tu as beaucoup moins de frais, autant se concentrer sur de l'électronique. Encore une fois, ça nécessite une audience. Si tu écris le meilleur bouquin au monde mais que tu n'as personne à qui le vendre, ça n'a aucun intérêt. Une success story que j'ai trouvée sur le net, c'est Emma Bostian. Aujourd'hui, elle est développeuse chez Spotify et en fait, elle avait déjà créé des cours pour Front-End Masters. Elle avait une assez large audience sur Twitter et elle a créé un bouquin sur les coding interviews. Son bouquin, elle le vendait à environ 10 $. D'ailleurs, je l'ai acheté juste pour supporter l'initiative. En fait, il se trouve qu'en quelques jours seulement, elle a fait plus de 40 000 $ de chiffre d'affaires juste avec ce e-book parce que il y a une grosse partie de la communauté qui a voulu l'acheter ou qui a voulu la soutenir. Encore une fois, c'est une success story, ça veut pas dire que n'importe qui lance un e-book aujourd'hui va faire autant d'argent, mais ça peut aussi faire un argument d'autorité si demain tu veux être expert ou reconnu en tant qu'expert sur un sujet en particulier, d'avoir un bouquin qui a des très bonnes critiques sur le sujet que tu vises. Une fois de plus, écrire un bouquin, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche, il faut vraiment le voir sur un projet de long terme et ça peut faire un gros flop ou un gros fail aussi, il faut en être conscient. Dans le cas d'Emma, je suis persuadé que ça fait un aspect hyper bénéfique pour sa carrière. Je pense qu'en ayant écrit un bouquin sur les coding interviews, elle n'a pas eu trop de mal à décrocher son poste chez Spotify. Donc voilà, ça peut être un projet de long terme qui peut être assez intéressant. Un truc dont très peu de gens parlent, ça va être de créer des templates d'applications. Et oui, en fait, tu peux vendre des templates d'applications. C'est pas parce qu'il y en a dispo sur GitHub que tu ne peux pas les vendre. Si tu prends des marketplaces comme ThemeForest, tu peux créer un thème pour un projet spécifique et le vendre 20, 30, 50 $. Bien sûr, la plateforme prend une partie en commission et de la même manière que pour un e-book, si tu as déjà une audience, tu peux potentiellement vendre ces produits directement en indépendant. L'idée, c'est de vendre des applications prêtes à l'emploi où il n'y a plus qu'à déployer pour avoir une première version. Je te prends un exemple tout simple. En React Native, il y a quelques années, il y avait des templates pour créer une application comme Uber. Aujourd'hui, sur Flutter, qui est une plateforme qui est finalement assez récente tout de même, on trouve aussi pas mal de templates qui te permettent de démarrer hyper rapidement un projet et de plugger ton code spécifique dessus. C'est quelque chose qui peut apporter aussi un complément de revenu, c'est pas forcément ton job à plein temps, mais écoute, ça peut toujours mettre du beurre dans les épinards. On arrive à un des plus gros morceaux qui est le SaaS. Software as a Service. Un SaaS, en fait, c'est un modèle qui te permet de vendre un abonnement mensuel à une application, un logiciel ou une application mobile, par exemple, peu importe. L'idée derrière tout ça, c'est de résoudre un problème de niche, de le faire bien et de facturer un abonnement mensuel qui n'est pas forcément hyper élevé. Et là, j'ai trouvé un cas assez intéressant qui est le SaaS InkDrop. InkDrop, c'est un logiciel qui te permet de prendre des notes et qui est dédié aux développeurs. L'idée, c'est de prendre des notes en Markdown. C'est développé par un seul développeur qui vit au Japon et qui s'appelle Takuya Matsuyama. Si je l'ai mal prononcé, ne m'en veux pas, je parle pas japonais. Je te mets un screen à l'écran, tu peux essayer le produit pendant 60 jours gratuitement. Tu as accès à un espace de stockage d'1 giga et tu payes un abonnement de 4,99 $ par mois. Donc ce qui est finalement très petit, mais fois le nombre d'utilisateurs, tu peux atteindre des revenus assez conséquents ou assez généreux, on va dire. Alors il faut savoir que Takuya a une chaîne YouTube, pareil, je te mettrai le lien en description, où il documente un peu tout son travail. Bon, il y a certaines vidéos en japonais, j'ai pas pu les comprendre, mais quoi qu'il arrive, il parle un peu de ses résultats et de tout son chemin en fait pour développer ce projet. Et ça fait quand même plusieurs années qu'il travaille dessus, ça l'occupe à plein temps. En septembre 2019, il expliquait qu'il avait atteint un palier de 9 000 $ par mois de revenus. Je te laisse faire la conversion en euros, mais globalement, ça lui permet de bosser comme il l'entend. Je pense pas qu'il puisse non plus ne rien faire toute la journée, mais ça lui permet de
dégager un salaire, ça lui permet d'en vivre. C'est un gars qui gère son projet de A à Z. Je te conseille d'aller jeter un œil sur son Medium et en fait, il explique tout ce qu'il doit faire et il s'occupe un peu de tout, du support utilisateur, du design de l'application, de la gestion des serveurs. C'est vraiment un projet multitâche sur lequel il réussit à vivre depuis des années. Finalement, en creusant un peu sur le net, on se rend compte qu'il y a pas mal de développeurs qui vivent comme ça, plus ou moins à plein temps, de projets alternatifs. Si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à consulter tous les liens qu'il y a en description. Juste avant qu'on continue, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà eu un projet dans le genre que tu as voulu lancer, sur lequel tu as réussi ou potentiellement échoué. N'hésite pas à partager ça avec la communauté. Et maintenant, on va parler du problème de taille qui est l'audience. Avoir une grosse audience, finalement, fait que ça va faciliter le lancement de ton produit et on va voir ensemble qu'il y a différents moyens de commencer à acquérir une audience, soit de manière totalement organique en publiant du contenu, soit en la payant, ou soit en profitant de plateformes qui peuvent t'apporter une certaine audience. On va parler d'abord de la publicité payante. Premièrement, ça nécessite d'identifier clairement ton audience, ça nécessite aussi d'avoir un bon budget, et aussi le problème de la publicité payante, c'est surtout que si tu la fais en tant que novice, tu risques d'y passer pas mal d'euros avant de la rendre vraiment efficace. Donc c'est pour ça qu'il faut tester, énormément de campagnes différentes et voir ce qui marche le mieux. Selon la niche que tu vas cibler, tu peux aussi potentiellement faire ce qu'on appelle du marketing d'influence. C'est-à-dire que tu vas contacter un influenceur avec lequel tu vas nouer un partenariat et il se chargera de promouvoir ton produit. Le problème en général du trafic payant, c'est que si t'es pas expert dans la matière, tu risques d'y lisser beaucoup d'euros avant d'avoir des vrais résultats. Maintenant, on va parler du trafic organique. Ça, c'est le trafic que tu vas pouvoir générer en créant du contenu. Je te prends un exemple. Pour mes ventes de formation, la chaîne YouTube est une source d'acquisition d'audience et une source de trafic pour mes formations. Ça intéresse pas tout le monde, donc c'est pour ça que j'en parle pas forcément dans toutes les vidéos et que je fais pas que de la promo de formation. Le but, c'est quand même d'apporter de la valeur à une audience et ceux qui veulent aller plus loin vont souscrire aux emails privés ou vont acheter des formations. Mais c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de temps, de production. Ça nécessite aussi de bien trouver la plateforme qui t'intéresse ou la plateforme où est ton audience. Moi, j'ai choisi YouTube. Il y en a certains qui vont être plus efficaces sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram ou même TikTok. Le seul problème de l'audience totalement en organique, c'est que ça prend quand même pas mal de temps. Il faut jouer le jeu de la plateforme. Si la plateforme change de règles, tu dois t'adapter directement. Et c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Donc si tu démarres tout en même temps, ça risque d'être compliqué. Troisièmement, tu vas avoir le trafic externe. Je te prends l'exemple des formations. Ça va être par exemple Udemy. La plateforme va t'amener du trafic. Le seul problème, c'est que tu n'as pas ou très peu de moyens de vraiment communiquer avec ton audience. Tu vas avoir aussi les App Store. Donc pareil, là, il faut te référencer sur un store d'applications. Et ça te permet, si tu montes dans les tendances, potentiellement d'avoir énormément de trafic d'un seul coup sur ton application. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme où tu n'as pas vraiment de réelle maîtrise dessus. Et dans le cas d'un SaaS, il y a un site qui est très intéressant qui s'appelle Product Hunt qui te permet en fait de référencer les nouveaux produits qui sont créés par des développeurs ou des équipes de développeurs. Et il y a tout un système de vote pour mettre en avant les produits les plus intéressants. Un bon lancement sur Product Hunt, ça peut propulser ton projet et ça peut apporter énormément d'audience, énormément de trafic d'un seul coup. Finalement, apporter du trafic sur un projet, c'est une chose qui s'attaque sur le moyen et sur le long terme. Tu peux pas forcément le faire du jour au lendemain, à moins de faire le buzz comme un jeu comme Flappy Bird. Et ce qui est super important dans tous ces projets-là, avant même de commencer ton projet, il faut identifier ton audience. Si tu n'identifies pas ton audience, si tu identifies la mauvaise audience, c'est clair que tu n'arriveras jamais à pousser le bon produit. J'allais oublier, n'hésite pas à t'inscrire à mes emails privés quotidiens. J'envoie un email tous les matins à 9h dans ta boîte mail. C'est rempli de conseils techniques, d'astuces, d'anecdotes et ça te permet aussi d'en savoir un peu plus sur ma manière de travailler et ce que je fais au quotidien. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!